C'est enrageant de voir à quel point un être humain peut se laisser aveugler et détruire consciencieusement sa propre famille, brique par brique, avec un grand sourire. Ah, mais totalement. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, cette histoire est un monument absolu de tension psychologique. On parle du Tartuffe de Molière. Ce qui est fascinant ici, c'est cette exploration clinique presque, chirurgicale, de la psychologie, de la manipulation et de l'emprise mentale. L'œuvre est profondément vénéneuse. Ouais, le mot est faible. On a deux figures centrales qui s'emboîtent parfaitement, comme une clé dans une serrure. Tartuffe, le prédateur absolu, et Orgon, la proie parfaitement volontaire. Et on est jeté en plein milieu du chaos dès la toute première seconde. Dès le lever de rideau, la maison est une véritable poudrière. La famille est au bord de la crise des nerfs, ça hurle, ça se déchire dans tous les sens. Et on comprend très vite que l'intrus a déjà pris le contrôle total des esprits et des lieux. C'est là que réside le paradoxe narratif majeur de cette histoire. On a affaire à un soi-disant saint homme, un modèle absolu de pureté et de dévotion affiché, mais dont la seule et unique véritable religion est le pouvoir, l'argent et la luxure. C'est quand même complètement fou et imaginé, non? Totalement. Surtout quand on pose les enjeux sur la table. C'est un contexte à très haut risque. On ne parle pas juste d'une petite querelle de salon. Non, c'est clair. On parle d'un héritage volé, de menaces de prison ferme et d'une famille entière sur le point de tout perdre, de se retrouver à la rue à cause d'un seul mensonge savamment entretenu. Bon, décortiquons ça. Comment on passe d'une simple rencontre fortuite à une prise de contrôle totale de la maison Orgon? Quel est le levier que Tartuffe utilise pour s'infiltrer chez cet homme riche et respecté? Parce qu'au départ, le point d'entrée est minuscule. Absolument, minuscule. Tartuffe n'est rien d'autre qu'un mendiant croisé à l'église. Eh bien, le levier, c'est la faille narcissique et spirituelle d'Orgon. Orgon n'est pas un imbécile, c'est un bourgeois, un ancien militaire qui a servi son pays. Mais il a vieilli, et avec l'âge vient une angoisse terrible, la peur de la mort, la peur de l'enfer. Surtout au XVIIe siècle. Exactement. Le salut de l'âme est une préoccupation très concrète. Orgon cherche désespérément un garant, une sorte d'assurance-vie spirituelle. Et Tartuffe repart cette faille instantanément. À l'église, le mendiant attire l'attention d'Orgon non pas par la discrétion, mais par un spectacle d'humilité. Du grand théâtre. Des soupirs bruyants, des prosternations spectaculaires, des larmes. C'est du théâtre pur et simple. Et Orgon tombe en plein dedans. Il ramène cet homme chez lui pour en faire son directeur de conscience. Et à partir de là, le parasite s'installe dans l'organisme. Ce qui est frappant, c'est le contraste permanent entre l'image publique de Tartuffe et sa réalité privée. L'hypocrisie est poussée à un niveau stupéfiant. Mais oui, il y a cette anecdote où Tartuffe déchire un mouchoir avec une fureur dramatique simplement parce qu'il a été rangé par erreur dans un livre saint, La Fleur des Saints. Il crie au sacrilège. Mais derrière les portes closes, c'est pas du tout la même histoire. Exactement. Le masque de l'ascèse cache un appétit vorace, dans tous les sens du terme. Le contrôle passe d'abord par la satisfaction de ses propres pulsions aux dépens des autres. C'est exactement ce qui se passe pendant que la femme d'Orgon, Elmire, est gravement malade. Elle est clouée au lit, traversée par une fièvre terrible, on craint pour sa vie. Et que fait le prétendu saint homme pendant que la maison retient son souffle? Il s'installe à table et dévore 2 perdrix entières et un demi-gigot de mouton. Avec une satisfaction écœurante. C'est ça. Et c'est là que la dynamique d'emprise réveille sa véritable noirceur. L'objectif d'un prédateur comme Tartuffe, c'est d'isoler sa victime de son système de soutien naturel. Il faut couper les ponts affectifs. Isolé pour mieux régner. Quand Orgon rentre de voyage, la servante lui annonce que sa femme a frôlé la mort. Dans une situation normale, un mari serait paniqué, mais la seule et unique réaction d'Orgon, répétée en boucle comme un automate déréglé, c'est de demander « Et Tartuffe ?» Le pauvre homme. Cette réplique est glaçante. L'empathie naturelle d'un mari pour sa femme est complètement effacée. Elle est remplacée par une préoccupation obsessionnelle pour un homme qui vient de s'empiffrer. C'est un lavage de cerveau complet. Absolument. Mais la tyrannie d'Orgon finit par pousser le reste de la famille à la rébellion. Quand la raison fonctionne plus, on voit les enjeux monter d'un cran. Qui faisait sens pour tout le monde. Tout à fait. Mais Orgon balaye cette promesse d'un revers de main pour forcer sa fille à se fiancer à Tartuffe. C'est l'exercice brut de la tyrannie patriarcale de l'époque, où le père a un droit de propriété absolu sur le destin de ses enfants. Donner sa fille, c'est donner son sang et son patrimoine au prédateur. Mais le prédateur a un angle mort. Sa cupidité est immense, mais sa convoitise charnelle l'est tout autant. Et Tartuffe désire pas du tout la jeune fille, Marianne.
Il est totalement obsédé par la femme d'Orgon, Elmire. La mère de famille. Ouais, et cela nous mène à cette scène de flagrant délit qui est un chef-d'œuvre de tension. Tartuffe parvient à se retrouver seul avec Elmire et commence à lui tenir un discours incroyablement troublant. C'est une masterclass de manipulation verbale. Tartuffe l'aborde pas comme un vulgaire séducteur. Il utilise le vocabulaire même de la ferveur religieuse pour formuler un désir prédateur. Il lui explique, avec une rhétorique complètement alambiquée, que l'amour pour le Créateur n'empêche pas de goûter aux beautés terrestres qu'il a créées. La fameuse justification. C'est la perversion totale du langage. Il utilise le divin pour justifier l'interdit. Sauf qu'il y a un grain de sable dans la mécanique. Damis, le fils d'Orgon, est caché dans un petit cabinet attenant. Il a tout entendu. Chaque mot, chaque souffle. Le sang du jeune homme fait qu'un tour, il jaillit de sa cachette et fonce dénoncer ce monstre d'hypocrisie à son père. La confrontation inévitable. On se dit que c'est fini. Le masque est tombé. Le coupable est pris la main dans le sac. Mais comment un homme doté de raison peut-il gober la manœuvre de défense de Tartuffe à ce moment précis? Eh bien, parce que Tartuffe n'utilise pas une défense classique. Face à la confrontation, la grande majorité des gens auraient nié en bloc. Ils auraient accusé le fils de mentir. Tartuffe, lui, déploie une technique psychologique redoutable. Nier, attaquer et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Ah oui, le fameux renversement. Sauf qu'ici, l'exécution est encore plus perverse. Quand Orgon arrive, fou de rage, Tartuffe se jette à genoux. Il s'accuse d'être le pire des criminels, un monstre chargé de péché, la honte de l'humanité entière. Attends, il s'accuse lui-même de tous les maux de la terre pour se dédouaner d'une faute précise. C'est de la psychologie inversée pure et dure. Mais pourquoi Orgon voit pas l'énormité de la supercherie? Pourquoi cette autoflagellation spectaculaire fonctionne-t-elle? À cause d'un phénomène de dissonance cognitive et de l'escalade d'engagement. Orgon a investi tout son ego, toute sa réputation et tout son espoir de salut éternel dans la sainteté de Tartuffe. C'est vrai qu'il a tout misé sur lui. Exactement. Admettre que son fils dit la vérité reviendrait à admettre qu'il a été le plus naïeux des idiots, qu'il a introduit un loup dans la bergerie. L'esprit humain déteste s'avouer vaincu à ce point. Alors face à ce faux martyr qui pleure à ses pieds, l'esprit d'Orgon court-circuite. Pour protéger sa propre certitude, il doit trouver un autre coupable. Et les boucs émissaires est tout trouvé. Orgon se persuade instantanément que son fils, Dami, est un menteur jaloux qui a monté une cabale de toutes pièces pour nuire à un saint homme. La violence de la réaction est terrible. Ah oui. La vérité objective a plus aucun poids face au besoin viscéral de croire. Orgon entre dans une rage aveugle, il chasse son propre enfant de la maison. Il le maudit ouvertement et le déshérite sur le champ. Et si on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est l'effondrement total de la raison. L'emprise demande toujours des preuves de soumission de plus en plus extrêmes. Pour prouver cette dévotion absolue à Tartuffe et punir sa famille rebelle, Orgon fait venir un notaire. La folie pure. Il rédige un acte de donation totale, immédiate et irrévocable. La maison, les terres, la fortune. Orgon cède l'intégralité de sa vie à l'homme qui vient d'essayer de coucher avec sa femme. L'étau se resserre tellement qu'il devient étouffant. La famille n'a plus aucune marge de manœuvre. Le fils est jeté à la rue, la fille est condamnée à un mariage de cauchemar avec l'escroc, et les murs même de la maison leur appartiennent plus. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le point de bascule. Face au désespoir, il reste que la ruse. Elmire, m'épouse, décide de jouer le tout pour le tout. C'est le fameux stratagème de la table. Une scène qui condense toute l'angoisse de l'histoire. Elmire comprend que la seule façon de briser l'hallucination de son mari, c'est de le confronter physiquement, matériellement, à la réalité. La parole suffit plus, il faut la vision et l'ouïe. Elle demande donc à Orgon de se cacher sous une grande table recouverte d'un épais tapis. L'idée est simple, mais terrifiante. Faire venir Tartuffe, le pousser à renouveler ses avances et forcer Orgon à entendre le monstre par lui-même. Un piège redoutable. Elmire commence un jeu d'équilibriste d'une dangerosité extrême. Elle feint de capituler. Elle lui fait croire qu'elle est enfin prête à céder à ce désir qui lui manifeste. Mais un prédateur de ce calibre est naturellement paranoïaque. Tartuffe est méfiant. Il a senti la résistance d'Elmire auparavant, alors ce revirement soudain le met sur ses gardes. Il exige des garanties. Il veut du concret. Exactement. Il se contente plus de belles promesses ou de mots voilés, il veut passer à l'acte, là, tout de suite.
La pression qu'il exerce sur Elmire est d'une violence psychologique inouïe. C'est un huis clos suffocant. Elmire tente désespérément de gagner du temps. Elle tousse, bruyamment, de manière exagérée, espérant envoyer un signal de détresse à son mari caché à quelques centimètres de là. Elle attend de l'aide. Elle attend que la table se soulève, qu'Orgon jaillisse pour mettre fin au cauchemar. Mais rien ne se passe. Le silence d'Orgon sous cette table est presque plus terrifiant que les mots de Tartuffe. Ce silence illustre la profondeur de la résistance psychologique d'Orgon. Même face à l'évidence qui se déroule au-dessus de sa tête, il cherche encore, désespérément, une excuse, une justification pour sauver l'image de son idole. Il refuse d'y croire jusqu'à l'ultime seconde. Et c'est là que Tartuffe, en confiance, scelle son propre destin. Pour rassurer Elmire sur le plan moral, pour balayer ses prétendus scrupules religieux, il prononce la phrase qui détruit toute son imposture. Ce n'est pas pécher que pécher en silence. Ah, la fameuse phrase Le mal est plus une question de morale face au ciel. C'est uniquement une question de relations publiques. Le scandale existe que si on est pris. Et l'humiliation finale pour Orgon survient quand Elmire fait semblant de s'inquiéter de sa réaction. Que répond notre saint homme? Il balaye l'existence même du mari d'un revers de main méprisant, en affirmant qu'Orgon est un idiot absolu. Un homme, je cite, amené par le nez. C'est le coup de grâce narcissique. L'orgueil d'Orgon est frappé en plein cœur. C'est même pas la trahison envers sa femme qui le fait réagir en premier lieu, c'est la réalisation brutale qu'il est considéré comme un imbécile par celui qu'il vénérait. L'éveil est d'une brutalité sans nom. La bulle de l'illusion explose. Orgon s'extrait enfin de sa cachette. Il est furieux, dévasté. Il ordonne immédiatement à Tartuffe de déguerpir de chez lui, de quitter les lieux sur le champ. Mais on sent très vite que quelque chose va pas. Le rapport de force a changé. Le prédateur panique pas. Il s'enfuit pas. Au contraire, il se redresse, le masque de la fausse douceur tombe instantanément et il lâche une bombe d'une cruauté absolue. Avec un sourire glaçant, il rappelle à Orgon un petit détail technique. La maison lui appartient plus. L'acte de donation a été dûment signé chez le notaire. C'est à la famille de faire ses valises. Le parasite vient de dévorer l'hôte. Le basculement de la dynamique de pouvoir donne le vertige. En une fraction de seconde, l'homme de prière courbé et humble se métamorphose en un maître impitoyable, froid et calculateur. Orgon se retrouve nu, démuni, trahi et ruiné. Mais si la ruine financière semble être le fond du gouffre, on découvre vite que la réalité est bien plus sombre. Il y a un secret profondément enfoui qui transforme ce drame familial en une question de vie ou de mort. Orgon n'a pas seulement donné la clé de sa maison. Ah non, c'est bien, Pierre. Dans le passé, au sommet de son aveuglement, il avait confié à Tartuffe une mystérieuse cassette, un petit coffret fermé à clé. Et ce coffret contient des documents ultra secrets et hautement compromettants. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque pour mesurer l'ampleur du désastre. Ces papiers appartenaient à un ami d'Orgon, nommé Argas. Cet homme était impliqué dans la Fronde. En gros, une série de soulèvements violents, une véritable guerre civile contre la monarchie. Rien que ça. Posséder les documents d'un rebelle recherché par la justice royale, c'était signer son propre arrêt de mort. C'est un crime de lèse-majesté. Et Tartuffe a cette cassette entre les mains. Le piège est donc refermé à double tour. Exactement. On quitte la sphère de l'abus de confiance domestique pour entrer de plein pied dans le crime d'État. Tartuffe se contente plus de jeter la famille à la rue. Son plan est d'une noirceur machiavélique. Il va porter ses papiers compromettant directement aux autorités royales. Au roi lui-même. Il dénonce Orgon pour haute trahison et recel de documents séditieux. L'objectif est clair, envoyer Orgon pourrir dans un cachot pour s'assurer une victoire totale incontestable et éliminer la seule personne qui pourrait contester la donation. Le manipulateur utilise la machine judiciaire elle-même comme arme de destruction massive. Et la mécanique s'enclenche avec une froideur terrifiante. On arrive à une scène finale où l'angoisse est à son paroxysme. L'étau se resserre sur la maison. Un huissier de justice se présente à la porte. Il porte un nom profondément ironique, Monsieur Loyal. Le cynisme absolu. Avec une douceur mielleuse qui rappelle les intonations de Tartuffe, il apporte l'ordre officiel d'expulsion. La famille a jusqu'au lendemain matin, à la première heure, pour vider les lieux. C'est la concrétisation administrative de la ruine. La bureaucratie vient valider la manipulation. C'est la panique absolue. Orgon sait que la menace d'arrestation pour trahison plane au-dessus de sa tête. Il prépare un carrosse en urgence dans la cour.
Valère, le jeune amoureux qui a été repoussé, prouve sa véritable noblesse de cœur en apportant 1000 louis d'or à Orgon pour lui permettre de fuir le pays en pleine nuit. Une course contre la montre. Le temps presse. Ils rassemblent ce qu'ils peuvent. Ils sont sur le point de franchir la porte vers l'exil, quand soudain, la silhouette de Tartuffe bloque la sortie. Et il n'est pas venu seul. Il est accompagné d'un personnage que tout le monde redoute, l'Exempt. C'est un officier de la police royale, l'équivalent des forces d'intervention directe du roi. Le piège vient de se refermer dans un bruit sourd et définitif. C'est l'instant où le prédateur savoure son triomphe avec le plus de perversité. Il ose invoquer son devoir envers le prince, son amour inébranlable de l'ordre de la justice, pour justifier la destruction totale de l'homme qu'il a nourri, hébergé et enrichi. L'hypocrisie atteint son apogée conceptuel. Il détruit une vie au nom du bien commun. Totalement ruiné et déshonoré. Va-t-il devoir supporter de voir sa femme, ses enfants jetés à la rue comme des mendiants, détruits par l'homme à qui il a littéralement tout donné jusqu'aux clés de sa propre conscience? Cela soulève une question importante, une réflexion vertigineuse qui dépasse très largement les murs de cette grande maison bourgeoise du XVIIe siècle. Jusqu'où la nature humaine est-elle prête à s'aveugler volontairement quand on lui offre sur un plateau d'argent le confort absolu de la certitude morale? C'est la vraie question. Est-ce que le pire ennemi de la vérité n'est pas, au fond de nous, notre propre désir inextinguible de croire que quelqu'un d'autre détient les réponses? Quand le besoin viscéral d'être rassuré devient plus fort que l'instant de survie et que la mort des siens, la porte est grande ouverte à tous les prédateurs de la Terre. Le suspense qui entoure cette arrestation est insoutenable, et la leçon psychologique est terrifiante de précision. Pour connaître l'ultime sort d'Orgon dans cette nuit tragique, pour découvrir si la machination, l'hypocrisie et la cruauté de Tartuffe triomphent jusqu'au bout face à la justice implacable du roi, il est absolument indispensable de plonger dans l'œuvre par soi-même. C'est une expérience inoubliable de ressentir cette tension, de décortiquer chaque mensonge et d'observer cette toile d'araignée se tisser de la première à la dernière ligne. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.